Pahamonim, on va travailler à la fois sur réduire les sorties d'argent, réduire les dépenses, et aussi encourager les familles à augmenter les entrées. En moyenne, on peut arriver à 3 500 shekels par mois. C'est un processus qui va être fait par un bénévole, qui va être en contact quasiment toutes les 2 semaines avec la famille, pendant au moins 6 mois, voire jusqu'à 1 an, et qui va tout prendre en compte. On veut que les choses s'améliorent, et il y a des moyens de le faire. C'est on crée un budget qui est personnalisé, donc qui va être complètement adapté aux besoins et aux envies de la famille. Pahamonim, c'est pas venir en faisant des leçons de morale, en expliquant « Ah, mais vous sortez trop » ou « Vous devriez pas faire plusieurs vacances par an ». On n'est pas dans cette optique-là. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir des membres de Pahamonim. Pahamonim est une association qui aide à la gestion du budget familial et qui aide à sortir du surendettement. Alors, nous accueillons avec plaisir Amélie Ababou, on commence par les filles. Amélie Ababou qui est directrice de Pahamonim dans les environs de Jérusalem. Bonjour Amélie. Bonjour Cathy. Et Michael Toiti, vous êtes conseiller économique dans la vie et vous êtes chef d'équipe des bénévoles qualifiés au sein de Pahamonim. Bonjour Cathy. Voilà, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes là, ce n'est pas un hasard, puisque vous venez de signer un partenariat avec Qualita. Et c'est tellement important pour les familles francophones que vraiment, on a voulu faire un long point avec vous. Alors, parlez-nous de ce projet. Pahamonim, c'est un organisme qui s'occupe d'aider les familles à gérer leur budget familial, les familles israéliennes, toutes les familles israéliennes, et dans certains cas, les aider à sortir de l'endettement. Qualita et le projet Israël Tzedaka a décidé qu'en fait, il était peut-être intelligent, et franchement, c'est une très bonne décision, de proposer en fait ce projet pour les familles francophones. Et donc, grâce à cette réflexion qui a été faite autour de ce sujet, Pahamonim, en fait, a aidé, on n'a pas aidé Qualita, mais on a créé un projet qui permet on a recruté des bénévoles qui sont francophones et qui sont depuis très longtemps en Israël, qui ont l'habitude de la vie israélienne, etc. Les former à faire le travail en français afin de pouvoir aider les familles francophones qui jusqu'à maintenant n'ont pas pu en fait accéder à ce service de Pahamonim à cause de la langue, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile de faire ce processus dans sa langue maternelle en français que de le faire en hébreu et de pas vraiment tout comprendre. Donc en fait l'objectif en fait c'est de suivre 80 familles dans le cadre de ce Shitouf Peoula, de cette collaboration. Et donc de proposer en fait le service en français. Alors il faut préciser quand même que évidemment c'est une très grosse organisation, Pahamonim. Je crois que c'est 3000 familles qui sont suivies tous les ans à travers tout le pays. Vous vous occupez de cette région autour de Jérusalem. Ça représente combien de familles, Amélie ? Alors, dans ma région à moi, qui est en fait le tour de Jérusalem, le Gush Etzion, Ma'ale Adumim, le nord de Jérusalem, Binyamin, on suit à peu près par an une centaine de familles. Il y a 70 bénévoles qui sont formés et qui suivent ces familles en fait tous les ans. Et en fait, dans tout le pays, il y a 15 régions qui sont aujourd'hui responsables de à peu près 3000 familles. Donc, c'est environ 2000 bénévoles qui travaillent et qui suivent ces familles. À part ça, Pahamonim donne aussi d'autres services. Le service principal, c'est le service d'accompagnement aux familles. Mais il y a d'autres services qui sont donnés par Pahamonim, qui sont par exemple des cours online, qui sont des visites dans certains endroits. Ils peuvent travailler avec les entreprises pour faire des conférences pour les collaborateurs de l'entreprise, dans les écoles, au Shirut Leumi, à l'armée, enfin dans tous les endroits où on a besoin d'avoir des conférences sur le sujet de la gestion du budget familial et pas forcément du coaching personnel. Bon, évidemment, vous avez beaucoup de résultats. Alors là, je me tourne vers toi, Michael Toiti. Ça fait 10 ans, je crois, que tu donnes de ton temps pour aider les autres. Ça marche vraiment ? Alors ça marche vraiment. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche bien. D'ailleurs, il y a une statistique, si on regarde un petit peu au niveau du pays, on s'est rendu compte qu'en moyenne, les budgets des familles s'améliorent, c'est-à-dire
soit ils perdent moins d'argent, ou ils arrivent à mettre de l'argent de côté à hauteur de plus de 3000 shekels, 3500 shekels par famille. C'est-à-dire une famille qui commence pas anonyme. Par famille et par an? Ou par mois? Par mois. C'est-à-dire qu'une énorme. famille, en moyenne, une famille de pas anonyme, après qu'elle ait fini le processus de pas anonyme, qui peut durer entre 6 mois et 1 an, va avoir un budget amélioré de plusieurs milliers de shekels. Donc oui, ça Donc, marche. 3500 shekels par an, c'est énorme, Amélie. Par mois. C'est mois, impressionnant. par mois. Ouais. C'est... Mais moi, Alors, j'ai du mal à y croire. D'abord, c'est une vraie statistique, puisque Pahamonim a vraiment un département de statistiques qui vérifie en fait le travail qui est fait sur toutes les années. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est une moyenne. Donc, il y a peut-être des familles qui vont améliorer leur budget de 1000 shekels par mois. Il y a des familles qui vont améliorer leur budget de beaucoup plus. Ça va aussi dépendre, évidemment, des entrées des familles. Mais il faut comprendre, en fait, qu'à Pahamonim, on va travailler à la fois sur réduire les sorties d'argent, réduire les dépenses, et aussi encourager les familles à augmenter les entrées. Donc ça, c'est un point qui est très important. En moyenne, on peut arriver à 3500 shekels par mois. C'est énorme. Bon, alors en tout cas, c'est très important de le dire parce que il y a parfois des gens qui sont un peu bloqués, qui ne savent pas trop comment réagir, comment avancer. Alors, là, c'est important de faire aussi la différence entre peut-être les familles d'Olim de Français et de France, francophones, et les familles qui ne sont pas des Olim. C'est pas les mêmes codes culturels, c'est pas les mêmes codes financiers. La banque en Israël ne fonctionne pas comme la banque en France. Il y a une certaine capacité en Israël de rentrer dans ce qu'on appelle rentrer en minus. Ensuite, une fois que vous êtes en minus, on vous propose en fait un prêt afin de combler. Ou une deuxième carte bleue. Ou une deuxième carte bleue et un prêt pour combler votre minus. Et donc, en fait, là, vous croyez que ça y est, c'est bon, c'est réglé, je suis à zéro. Mais en fait, vous rentrez en minus et donc on vous repropose encore un prêt. Et ça, les banques n'ont aucun problème en Israël à le faire. Et puis, un beau jour, elles arrêtent. Et un beau jour, elles arrêtent. De plus en plus, la régularisation de la Banque Israël met en place en fait des systèmes de protection pour les clients des banques, de manière à ce que d'un côté, on leur accorde pas les prêts, parce que sinon, quand ils sont trop surendettés. Quand ils sont trop surendettés, ouais. Donc c'est la catastrophe. Et donc souvent, les familles qui ont fait leur alia, qui ne connaissent pas ces nouveaux codes, tombent naturellement dans les pièges. Mais en fait... Elles disent oui au premier crédit, oui au deuxième, oui à tout ce qu'on leur propose. En fait, elles se rendent pas compte que c'est pas la bonne solution. Et donc, du coup, quand on rencontre ces familles, en fait, il suffit juste en fait, de leur expliquer comment ça va se passer et très rapidement, on a des résultats. Alors, Michael, est-ce qu'il faut gagner une certaine somme d'argent mensuelle pour être, on va dire, éligible au programme Pahamonim? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Est-ce que ça marche seulement si on gagne une certaine somme? Comment ça se passe? Alors, on va dire que c'est quasiment pour tout le monde. Forcément, ça va être plus compliqué si on parle d'une famille qui n'utilise pas pleinement son potentiel, où on va dire que pas tout le monde ne travaille, où vraiment les revenus sont extrêmement bas, où il y a des difficultés qui peuvent être des difficultés liées à la famille ou des choses qui ont les choses plus compliquées. Dans ce cas-là, ça correspond moins, mais généralement, la plupart des familles tombent dans le spectre de ce qui peut être de services qui peuvent être donnés par Pahamonim. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum non plus. Donc je pense que ça correspond vraiment à la plupart des familles. Juste pour... Ça veut dire quoi? Si on prend une famille normative, on va dire, un couple, 2 enfants, il faut gagner combien à peu près pour pouvoir faire un travail avec Pahamonim? Il n'y a pas besoin de gagner un minimum. D'accord. Par exemple, il suffirait qu'il y a un salaire qui rentre, pour pouvoir être accepté dans le processus de Pahamonim. Si le couple ne fait pas rentrer d'argent, il n'a pas de salaire, alors à ce moment-là, Pahamonim ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de budget à créer en fait. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc à ce moment-là, il faut envoyer la famille plutôt aux services sociaux israéliens qui vont essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans cette famille et qui vont les aider d'une autre manière. C'est pas possible de pouvoir. Là, on va dire pour les francophones qui nous écoutent, un salaire. Voilà, un salaire suffit. Un salaire suffit. Même s'il est minime. Même s'il est minime, on va commencer comme ça. C'est plutôt encourageant. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir, parce que c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas, parfois, on peut se dire, Pahamonim, c'est pour vraiment quand c'est très très grave, quand on est surendetté, quand on a, on fait peut-être pas, les gens ne font peut-être pas la démarche avant que les choses deviennent très compliquées pour eux. Alors, le plus important, par crainte, par ignorance. Le plus important, c'est
de se tourner vers nous. D'accord. La première chose, c'est de vérifier est-ce qu'on est éligible ou pas. C'est la base. En fait, c'est la base. La première des choses, c'est pourquoi pas vérifier si on est éligible ou pas au programme. Dans le pire des cas, on nous dit non, et donc dans ces cas-là, c'est pas très très grave. Mais je veux dire, d'abord vérifier si on est éligible. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que le processus, c'est un processus personnalisé. Donc c'est un processus qui va être fait par un bénévole, qui va être en contact quasiment toutes les 2 semaines avec la famille, pendant au moins 6 mois, voire jusqu'à 1 an, et qui va tout prendre en compte. Par exemple, une famille, elle peut avoir un salaire, mais elle va peut-être avoir des entrées d'argent parce que les parents les aident. Ça fait partie aussi du budget. Ça veut dire c'est pas simplement le salaire qui compte, c'est aussi de savoir s'il y a d'autres entrées d'argent qui arrivent d'une autre manière. Ensuite, pourquoi il y a qu'un seul salaire dans la famille ? Peut-être qu'il y a des raisons qui font qu'on peut peut-être aider à agrandir le concept. Est-ce qu'on peut amener un deuxième salaire ? Donc vous touchez, si je comprends bien, à plein de domaines différents en fait. C'est Oui. pas simplement l'argent, c'est aussi aider à peut-être trouver un travail, faire une formation. Vous avez les liens nécessaires pour essayer de pousser et de faire monter la famille en difficulté. Tout à fait. C'est très important de le dire. Oui. Ouais, vraiment. Alors, Mickaël, je me tourne vers toi parce que on a parlé des profils un petit peu des familles, mais qu'est-ce que concrètement tu fais en coaching ou en accompagnement ? Je vais essayer d'expliquer un peu en quoi ça consiste, parce qu'on a donné un peu le cadre, mais concrètement, ça consiste en quoi pour la famille ? Déjà, pour revenir à un des points, très souvent, ce qui manque, c'est on va dire, la motivation, l'envie d'affronter les problèmes, ce qui est naturel. Généralement, c'est pas évident quand on voit que la situation n'est pas facile et qu'on est en minus. On n'a pas forcément envie d'affronter le problème. On se dit, autant attendre et je ne sais pas s'il y a une solution. Et pourtant, plus tôt on le fait, mieux c'est. Très souvent, les familles vont nous dire après, mais si je vous avais connu 6 mois avant ou 2 ans à l'avance, je ne serais pas dans les situations dans lesquelles j'étais. Ces familles peuvent se dire, si moi je ne trouve pas la solution, comment quelqu'un d'autre va la trouver, cette solution ? Nous, on ne vient pas avec des solutions miracles, mais on vient avec énormément d'outils, de connaissances, de choses qui ont été accumulées et que PAMonim offre gratuitement pour les familles et se met au service des familles. Donc, pour être concret, ça consiste en quoi ? Donc déjà, c'est important, c'est que les familles qui démarrent un processus, il y a eu un déclic. Elles se sont tournées vers PAMonim, elles ont été intéressées, et donc c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une motivation de base, et si on démarre avec de la motivation, c'est la recette pour que ça marche. Okay. Alors, quels outils, comment ça va marcher le processus ? L'idée de base, ça va être ce qu'on appelle en hébreu au tout début, commencer par un shikouf, un reflet. On va essayer de refléter la situation, essayer de comprendre comment la famille s'est retrouvée dans cette situation-là, que ce soit au niveau des dettes, au niveau des... Alors quoi, vous venez, vous allez chez eux, vous les recevez au bureau, vous faites comment ? Généralement, ça va être chez la famille, c'est généralement plus simple, c'est souvent c'est plus pratique même pour la famille, c'est souvent les heures du soir, après que les enfants soient allés dormir, comme ça, voilà. La famille est à l'aise, elle est dans un lieu qu'elle connaît, et elle se sent à l'aise pour démarrer. Donc vraiment le début, c'est assez intensif, et ça demande, c'est-à-dire un ou deux rendez-vous, on va éplucher toutes les dépenses qui ont été faites, on va dire, dans les 6 derniers mois. Alors vous demandez aux familles de quoi ? De faire un petit travail de recherche ? Ouais, un travail vraiment à l'avance. On va essayer de mettre de côté déjà les choses de base, les relevés de banque, les relevés de cartes de crédit, et tout ce qui sont les dépenses, les factures. Voilà, toutes les factures d'électricité, d'eau, tout ce qui peut être dépensé. Après, les charges fixes, on va dire. Voilà, et ainsi que les charges aussi qui peuvent être moins fixes. C'est aussi un point important, généralement. Les familles vont moins prendre en compte ou avoir du mal à concevoir et à mettre dans leur budget toutes sortes de frais qui sont justement pas fixes. Ça peut être les vacances, c'est un poste très important. Je sais pas, les réparations de voitures, des choses qu'on prévoit pas forcément à l'avance. Et même les fêtes, voilà, toutes sortes de frais qu'on a liés aux fêtes, particulièrement en Israël. Donc l'idée de départ, c'est vraiment d'essayer de faire le point sur... Donc vous faites un budget, en fait. Alors avant de faire le budget, ça va être l'étape suivante. Là, c'est vraiment refléter la situation. Comment on en est arrivé là, combien d'argent on a gagné dans les derniers mois et combien on en a dépensé. Généralement, on va y avoir un écart entre les deux. Les gens sont surpris du résultat ? Souvent, oui. Et c'est souvent, une fois qu'on a passé cette étape-là, pas forcément, mais ça arrive souvent d'avoir une espèce de choc, de se dire « Ah, ok, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un tel écart. » Entre les entrées et les sorties. Voilà. Oui, et aussi entre ce qu'ils pensaient qu'ils avaient dépensé et ce qu'ils dépensent vraiment.
Par exemple, si je te demande, Cathy, combien tu dépenses par mois en budget bouffe, alors tu vas me dire, moi, 4500 shekels par mois. Ok, très bien. Et là, on ouvre, on regarde, et en fait, t'es à 5005. Et là, tu dis, non, c'est pas possible, j'ai fait 4 fois les courses, ça m'a coûté environ 1000 shekels. Tu vois, tu fais ton petit calcul, et on oublie la macolette. Et en fait, on oublie la macolette, et on Exactement. oublie ça, etc. Et donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. De la même manière, ok, c'est qu'on va regarder, par exemple, les différentes factures. Ok, facture de téléphone. Il y a combien de téléphones? D'après les factures de téléphone, apparemment, il y a 6 téléphones dans la famille. Et non, il n'y a que 5 membres de la famille. Donc, il y a 6 téléphones. Enfin, vous payez 6 factures de téléphone. Donc, il y a une carte. Une facture qu'on paye pour rien. Il y a une puce qui traîne quelque part. Et c'est là que, ah oui, c'est vrai, je ne l'ai jamais fermée, etc. Donc, soit peut-être 10 shekels par mois à Golan, mais n'empêche que pourquoi payer cet argent? Donc, le Vous rentrez chikouf... vraiment dans les détails. Tous les détails. C'est-à-dire vraiment le plan de base, ça va être de passer sur tous les types de frais qu'une famille peut avoir. Ça va jusqu'à la tzedaka qu'on donne quand quelqu'un sonne à la porte, ça pour les plus petits frais, ou les dons, voilà, les dons qu'on va faire régulièrement, l'argent de poche, les frais de vacances. Alors il y a les vacances d'été, il y a les petites vacances qu'on veut faire pendant les Chol Hamoed. C'est-à-dire, je donne des exemples, mais on va vraiment tout prendre en compte parce que c'est pas forcément en tête et c'est pas forcément clair. Je pense que nous, on est tous des gens normaux, on n'a pas forcément en tête toutes les dépenses qu'on a. Et là, c'est l'occasion de s'asseoir ensemble avec quelqu'un qui est professionnel, qui a été formé, qui sait guider la famille et passer en revue tous les frais qui ont été accumulés ces derniers mois. Et donc, ça permet, au-delà de ce choc, parce que le choc, bien sûr, il peut de arriver. Faire un budget après. Exactement. Ça permet surtout de se dire, OK, maintenant, voilà ce qui est arrivé jusqu'à présent. On veut changer, on veut que les choses s'améliorent, et il y a des moyens de le faire. Les moyens de le faire, c'est en créant un budget qui est personnalisé, donc qui va être complètement adapté aux besoins et aux envies de la famille. Un des trucs importants, un des points importants Pammonim, c'est pas venir en faisant des leçons de morale, en expliquant mais vous sortez trop ou vous devriez pas faire plusieurs vacances par an. On n'est pas dans cette optique-là. L'optique, c'est de dire il y a des ressources. On peut les augmenter aussi. On en a parlé juste avant. Ça peut être aussi augmenter les entrées d'argent. Ça peut passer par des trucs simples comme demander une augmentation. Des fois, souvent, on se rend compte qu'une famille, un dans la famille n'y a pas pensé depuis un certain temps. Oui, ça peut être intéressant pour tout le monde. Vous allez me donner des idées, là. Voilà. Ça peut être augmenter un petit peu ses heures supplémentaires. Ça peut être prendre un petit job complémentaire pour augmenter. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas qu'on peut... Exactement. Et on peut réfléchir ensemble. Et une fois qu'on a ces ressources qu'on prend en compte, il va falloir faire rentrer un budget qui coïncide avec ces entrées d'argent. Et c'est là que ce qu'on demande à la famille, et on essaie de travailler avec eux, c'est de prendre leurs décisions eux-mêmes, c'est-à-dire de faire prioriser entre les postes de frais. Une famille qui va vouloir vraiment mettre l'accent sur les vacances en famille, elle va dédier un budget pour ça. Mais ça veut dire qu'en contrepartie, sûrement, elle devra faire des efforts à d'autres endroits. Donc... Alors, ça, on va dire que c'est plus ou moins, on va dire, des familles qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas vraiment à l'équilibre, mais en faisant quelques efforts, ça rentre. Maintenant, s'il y a des familles qui sont vraiment endettées, parce que, pour X raisons, accident de la vie, le chef de famille a été malade, un divorce, il y a beaucoup de choses, elles ont dû prendre des prêts personnels, des prêts à la banque, etc. Et du coup, elles n'arrivent plus à rembourser leur charge mensuelle. Elles sont vraiment dans une situation critique. Est-ce que là, vous aidez peut-être à regrouper les prêts? Alors, dans le processus de Pammonim, on commence toujours par faire le chikouf, le reflet des 3 derniers mois. Ensuite, on établit un budget. Ensuite, on vérifie que la famille tient le budget. Ça peut se corriger d'un mois sur l'autre. On s'est rendu compte que... Vous faites un test quand même. On fait un test, si ça on marche. vérifie. Un test combien de temps? Au moins pendant 2 mois. 2 mois. Au moins 2 mois pendant de test 2 mois. Avant de mettre en place d'autres choses. Voilà, exactement. Okay. On veut vérifier que la famille s'y tient et on travaille avec elle sur des techniques. Comment vous aimez dépenser l'argent? Est-ce que vous préférez une carte? Est-ce que vous préférez avoir de l'argent en liquide? Est-ce que vous faites une liste pour aller faire les courses? On essaye de réfléchir avec eux quelles vont être les techniques. Ça va très loin, quoi. Quelles vont être les techniques pour moins dépenser d'argent? Okay. Arrêter de traîner dans les canyons parce que ça donne envie d'acheter, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on s'est rendu compte que la famille était équilibrée au niveau de son budget, donc au bout de 2 mois, à ce moment-là, on va commencer à s'intéresser aux dettes.
Donc, on ne rembourse pas les dettes en premier. On ne s'occupe pas des dettes en premier. D'accord. Okay. Le but étant d'attendre que la famille soit équilibrée, de manière à ce qu'elle ne continue pas à engendrer des nouvelles dettes. Tant que, ce qui est très logique en fait, tant que la famille ne sait pas tenir son budget, alors on ne peut pas s'intéresser aux dettes. D'accord ? Donc une fois qu'on voit que la famille, c'est bon, elle est entraînée, elle a réussi et que ça se passe bien, alors on va commencer à éplucher en fait la problématique des dettes. Elle a peut-être des dettes dans plusieurs banques différentes, parce qu'elle a pris différents prêts, elle a emprunté de l'argent peut-être à la famille, à la communauté, il y a peut-être de l'argent qui, encore une fois, qui a été emprunté dans différents endroits, et là on va réfléchir avec la famille quelles sont les différentes solutions. Le Mélavé, l'accompagnateur de Pahamonim, n'est pas tout seul dans cette démarche. C'est important de le préciser. Il a avec lui son chef d'équipe, en l'occurrence quelqu'un comme Michael qui a déjà beaucoup d'expérience et qui va pouvoir rentrer sur le dossier et vérifier quelles sont les différentes solutions. Et ensuite, ils peuvent être aussi accompagnés par ce qu'on appelle des professionnels de Pahamonim qui, eux, ont vraiment énormément d'expérience que sur le sujet des remboursements des dettes. Et qui vont trouver des solutions, qui vont proposer des solutions qui sont vraiment des solutions qui peuvent être extrêmement originales et qui permet en fait d'avoir un remboursement des dettes peut-être, par exemple, je peux te présenter 2 cas différents. Okay, une famille, c'est bien un exemple, une famille qui va avoir peut-être suffisamment d'entrées d'argent pour que l'objectif, ce soit de rembourser les dettes le plus rapidement possible. Comme ça, on n'en parle plus. Donc en fait, cette famille-là va dédier une grosse case de son budget au remboursement de dettes. Okay. D'accord ? Et donc, très rapidement, en 6 mois, toutes les dettes seront remboursées et après, on recommence à zéro avec un budget à zéro. Et donc, cette famille va pouvoir profiter de cet argent-là pour faire d'autres choses. À elle de choisir. OK ? Ou alors, une famille qui est vraiment dans une situation économique très difficile, qui n'a pas beaucoup d'entrée d'argent, et donc faire en sorte que les dettes se remboursent sur beaucoup plus longtemps, mais avec une petite somme tous les mois. Mais on sait que c'est rangé. Ce remboursement de dette, il est tranquille. La famille va mettre 800 shekels par mois sur le remboursement des dettes parce qu'on sait que c'est ce dont elle est capable pour l'instant, pas plus. Et on va négocier avec la banque, avec d'autres services. Ils ne sont pas tout seuls, quoi. C'est important de dire que je pense aux familles francophones qui sont là depuis 2-3 ans, qui ne parlent pas très bien l'hébreu, qui sont un peu paumées face aux banques notamment. C'est difficile donc de savoir qu'en passant par Pahamonim, on peut avoir un accompagnement comme celui que donne Michael, mais aussi par des professionnels du Pahamonim dans les banques, c'est très important. Tout à fait. Ça aide. Bon, alors on va quand même continuer sur une note un petit peu plus gaie. Ça marche, tu nous l'as dit. Tu as quelque chose en tête, une histoire en tête, une famille que tu as accompagnée qui t'a marqué ? C'est une famille de Olim. Pas français, d'Amérique du Sud. Ils sont arrivés, ils ont la quarantaine, avec 2 enfants, arrivés d'une culture complètement différente, installés depuis peu d'années en Israël, et ils avaient des soucis qui étaient liés à l'intégration, au fait que les salaires n'étaient pas très élevés. Ils avaient des dettes à hauteur de 20 000 shekels, il me semble. Je pense que c'est assez standard, et souvent des familles avec ce type de dette, ça peut être beaucoup plus. À l'époque, on avait travaillé avec eux, et on avait justement ciblé 3 choses qui, je pense, peuvent correspondre aussi à pas mal de cas. La voiture. La voiture, c'est un poste de dépense qui est très important. Le remboursement de la voiture elle-même et l'assurance, l'essence qui a augmenté. Toutes sortes de frais qui s'accumulent. Et en réfléchissant un petit peu, on s'était rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'une voiture. Ils pouvaient se débrouiller d'une autre manière. Et eux-mêmes sont arrivés à cette conclusion. C'est-à-dire, nous, on ne pousse pas forcément à vendre sa voiture. Ils ont vendu leur voiture ? Ils ont vendu assez rapidement leur voiture. Ils sont passés à d'autres moyens, un mélange de taxis, de transports publics, etc. Et ça leur a fait économiser pas mal d'argent. Un autre point, ils se sont rendus compte qu'une bonne partie allait dans les macolettes, ce qui est le commerce de proximité, qui coûte beaucoup plus cher. Et en faisant un petit peu de calcul, un peu de planification, on se rend compte que si on arrive à déplacer ces achats plus vers les supermarchés, et si possible les supermarchés moins chers, on peut faire des belles économies. Et aussi un 3e point, les achats de repas à l'extérieur, les commandes. On ne se rend pas forcément compte de à quelle somme ça arrive, et chez eux c'était aussi assez significatif. Et là ils ont su s'imposer un budget, se dire voilà, nous on est prêts, on veut profiter de la vie, on veut pouvoir acheter, mais on ne va pas dépenser plus que 200 shekels par mois, 300 shekels par mois, et beaucoup moins que ce qu'il y avait avant. Ce qui est important dans les processus, quand on accompagne une famille, c'est rapidement d'essayer de créer un projet, c'est-à-dire de voir quel est l'objectif.
à moyen terme. Ça peut être mettre de l'argent de côté pour des vacances, ça peut être toutes sortes de choses. Et là, en l'occurrence, ce qu'ils voulaient, c'était préparer la bar mitzvah d'un des enfants. Un des enfants. Donc, ils avaient un objectif qui était très précis, ils savaient exactement combien d'argent était nécessaire, ils voulaient l'ordre de 10 000 ou 15 000 shekels, et donc on a pu ensemble travailler sur ça, dégager un petit bénéfice, on va dire, mensuel, qui leur permettait sur le long terme, au bout d'un an et demi, d'avoir l'argent pour ça. Ils ont réussi à mettre l'argent de côté, et ça s'est très bien passé, donc voilà, c'est un exemple assez récent, et il y en a plein des comme ça. Bien sûr. Et typiquement, c'est ça le but, c'est-à-dire de rentrer, de commencer un processus, d'avoir des objectifs, et de les atteindre. Et de les atteindre, exactement, et se donner les moyens. Amélie, c'est très intéressant ce que nous raconte Mickaël, parce qu'on se rend bien compte que l'argent, ça va au-delà de l'impact que ça a dans la famille. C'est une façon de vivre, et ça a des conséquences parfois importantes. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à gérer son budget, la vie, forcément, du couple en difficulté ou des enfants même, va changer complètement. Alors, je suis entièrement d'accord avec l'équation que l'argent fait le bonheur, mais pas parce qu'on en a beaucoup, mais parce qu'en fait, à partir du moment où on s'assoit et on réfléchit dans une famille, à savoir quels sont nos objectifs personnels, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et qu'à partir de là, on est capable d'écrire le budget qui correspond à ça, alors on sait que on se donne tous les moyens pour y arriver. Et donc être heureux. Par exemple, je sais pas moi, si un membre de la famille voudrait faire des études pour compléter ses études, et que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, et qui sait que grâce à ça, il va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir faire un travail qui est différent que celui qu'il fait pour l'instant, gagner peut-être plus d'argent, etc. Et que il s'en donne pas les moyens financiers, et que c'est ça qui le bloque, et qu'il peut pas aller faire ses études en question. Alors à ce moment-là, il risque d'être malheureux, de pas arriver à ses fins. Et arriver avec une famille, de mettre en place un budget qui va répondre à ce besoin-là. Vous parlez vraiment de ça avec les familles. Oui, parce au moment où on va faire le budget, on va essayer justement de les confronter à leurs préférences, à leur volonté personnelle. Et ça, c'est vraiment, à mon avis... Certains que vous rencontrez ont fait le deuil de tout ça. C'est-à-dire le deuil de leur projet, complètement, c'est impossible, que complètement, on sera toujours dans... Complètement. De toute façon, nous, on partira pas en vacances au mois d'août comme tout le monde part en vacances au mois d'août. Et ça, c'est des phrases qu'on a entendues. Et la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez envie de partir, ou vous voulez partir parce que tout le monde part ? Ça veut dire ça aussi, c'est une question, ça, l'influence de la société. On a vu des belles photos sur Facebook de nos copains qui étaient en vacances au bout du monde. Et nous aussi, on veut. Mais est-ce que c'est vous qui voulez ? Est-ce que c'est influencé par l'extérieur ? À partir du moment où vous avez réussi à dire ce que vous voulez, il faut que le budget, quand vous le voyez, ça soit vous. S'il manque une case qu'on n'a pas mis dans ce budget et qu'elle vous manque, elle vous tient à cœur, je peux parler par exemple d'une famille où le papa disait je comprends pas, ça c'est pas moi, parce que dedans il n'y a pas la case où j'achète des Sifrei Kodesh. Parce que moi, je suis quelqu'un qui étudie tout le temps, et j'ai besoin d'avoir une case où je sais que tous les mois, je peux acheter un nouveau livre ou vous l'avez rajouté dans le budget. On a rajouté la case. Le papa était très content de ce... C'est tout simple, en fait. Et à partir de là, il faut savoir où est-ce qu'on va prendre l'argent. Est-ce qu'on va arrêter de faire fonctionner le meillabèche, le sèche-linge, et qu'on va étendre un peu plus le linge? Est-ce qu'on va penser à réduire une consommation quelconque afin de pouvoir remplir les autres cases? C'est possible. C'est possible. Bon, alors, évidemment, ça sera la fin de l'émission, parce que c'est ma dernière question. On sait très bien que les francophones, en général, n'aiment pas trop raconter leur vie, s'étaler, que les gens sachent. Et lorsque vous proposez un service avec des bénévoles francophones qui vont accompagner des familles francophones, ça peut peut-être gêner certains. Est-ce qu'il y a vraiment de confidentialité ? Alors... Je vais te dire, moi je travaille dans les Yishuvim, dans les petits villages, tout autour de Jérusalem. Donc la première des choses qu'on fait,
c'est qu'on vérifie d'abord si l'accompagnateur est prêt à accompagner la famille. On va lui donner le nom de la famille, on va lui dire, voilà, est-ce que tu les connais ? Est-ce que tu veux bien les accompagner ou pas ? Si l'accompagnateur nous dit, non, c'est pas possible. Je les connais trop, par exemple. Je les connais, ou même je les connais un peu, ou on a les enfants dans la même école, ou ça veut dire, ça suffit pour qu'ils puissent dire, non, je pense que ça, c'est pas possible. Ou alors, oui, en effet, on a les enfants dans la même école, moi, je suis prêt à les accompagner, ça me dérange pas, mais vérifie d'abord avec la famille si elle est d'accord. D'accord. Donc la première des choses qu'on fait, c'est qu'on vérifie si c'est OK. On vérifie si les gens ne se connaissent pas trop, s'il y aura s'il n'y a pas une gêne. C'est la première des choses. La deuxième des choses qu'on fait, c'est que les différents accompagnateurs de pas anonymes et toutes les personnes qui ont accès au dossier sont obligés de garder le secret. La gestion du budget pour une famille n'intéresse que la famille et son accompagnateur. Ça intéresse personne d'autre. Pas anonyme garde strictement secret toutes les données. D'ailleurs, on a dit que pas anonyme avait énormément de données, que grâce à ça faisait des statistiques. Ces données-là ne sont données à personne, ni données ni vendues d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est strictement secret, sous le secret professionnel. Et à part ça, il faut comprendre aussi que ceux qui sont accompagnateurs, des fois on le sait même pas. S'il faut, ton voisin il travaille à pas anonyme, il accompagne des familles à pas anonyme, il est bénévole, tu le sais pas parce que c'est pas quelque chose qu'il va raconter. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir cette relation où par exemple je vais recruter des nouveaux Mélavim dans un village. Et ils me disent bon, mais j'imagine que je suis le seul dans mon village. Je dis non, il y en a 5 comme toi. Comme des agents secrets un peu. Ah bon Ah bon mais c'est qui ? Alors je dis voilà, lui et lui. Ah mais c'est pas possible. Ah bon voilà. Donc en fait c'est pas quelque chose que les gens racontent, étalent. Ça reste privé. Ça reste de l'ordre de ce qui nous intéresse, nous, c'est la famille. C'est la réussite de la famille. C'est la réussite de la famille. Le changement de vie. Le changement de vie. Ouais. Vous gardez des liens avec les gens que vous accompagnez ? A priori, c'est pas forcément obligatoire. L'idée de manière générale, ça va être de donner des outils aux familles. En plus, c'est des outils vraiment, ça n'a pas été précisé, mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire des outils théoriques, comment affronter un budget, comment le créer, comment l'adapter après, mais aussi des outils complètement concrets, c'est-à-dire on met à disposition un site internet, une application qui permet de gérer son budget, qui permet d'inscrire ses dépenses. C'est des outils très concrets qui sont disponibles pour la famille sur le long terme après. Une fois qu'elles ont fini le processus, elles ont encore accès à ça, et elles peuvent continuer à s'en servir, et c'est gratuit. Donc c'est aussi très important. Et l'idée, ça va être vraiment de les accompagner pendant un certain laps de temps qui est nécessaire pour leur donner ces outils-là, qu'on a dit, ça peut être entre 6 mois et 1 an, et ensuite les laisser se débrouiller. Dans le sens où on considère, on espère, on souhaite qu'après cette phase de formation, on les forme pendant quelques mois, ils sauront affronter le monde extérieur, ils sauront affronter les changements qui sont à venir dans la famille, le budget, et se gérer tout seul. Et même s'il y a des changements après, ils sauront se dire, ok, on sait gérer ces choses-là, on sait recréer un budget à partir de zéro, on sait adapter un budget existant, on sait mettre de l'argent de côté quand on a besoin, et voilà, toutes sortes d'outils qu'on leur fournit. Donc pour revenir à la question, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément me souhaiter, ça peut arriver qu'il y ait un contact qui reste entre la famille et celui qui les a accompagnés. Mais c'est pas le but. C'est pas forcément le but. Le but, c'est surtout, c'est d'être avec eux pendant quelques mois, les former, leur donner tous les outils qu'on a et qu'on a accumulés, et de les laisser ensuite vivre et réussir dans la vie tout seul. Bon, alors évidemment, on ne peut qu'encourager les familles francophones qui ont envie, qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient importantes ou qui soient sur le point de démarrer, qui sont sur le fil, on va dire. On peut vous contacter, bien évidemment. Oui, alors la démarche pour les francophones... Ça, c'est important de préciser. La démarche pour les francophones, c'est d'envoyer un mail à l'adresse french@paamonim.org. Ça s'écrit PAAMONIM. Donc, vous envoyez un mail à cette adresse-là. Vous précisez dedans votre nom, votre prénom, numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Et à ce moment-là, un francophone vous rappellera pour pouvoir vous inscrire en fait dans le projet de Pas Anonyme. Ça prend du temps d'être rappelé ? Non, dans un premier temps, ça va être très rapide. D'accord. Après, ça va dépendre aussi de la demande. Là, on est sur un projet très particulier où on a besoin de francophones, plus ou moins
Le nombre de personnes qui sont formées actuellement est censé répondre à la demande, mais si la demande est très forte, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Au lieu que ça prenne 1 mois pour qu'on vous rappelle, ça risque de prendre 3 mois. Mais enfin, on vous rappellera de toutes les manières dès le début. Mais au lieu que ça prenne 1 mois pour commencer le projet, ça risque de prendre plus de temps en fonction de la quantité de personnes qui vont se tourner vers Pas Anonyme. Mais en tout cas, c'est une démarche qui peut être salutaire pour les familles. Vraiment, on encourage tout le monde, hein, si vous nous suivez, à écrire tout simplement pour demander de l'aide. On ne reste pas dans la galère tout seul en pensant que tout est foutu et que voilà, ça va jamais s'arranger. Ça peut changer, ça peut s'arranger. Il suffit d'écrire french@paanonyme.org. Bon, alors apparemment, on a détaillé, on a pris du temps, hein, pour expliquer exactement tous les processus et comment vous pouvez aider ces familles. Apparemment, ça fonctionne. Donc, bravo pour le travail à tous les deux, franchement. Et puis, on espère que vous allez avoir des familles, vous allez aider de nombreuses familles à s'en sortir. Merci Cathy. Merci beaucoup. Et de rien, c'est un plaisir.